Je suis Apollinaire Oussoulio. Je suis praticien de jurisprudence de la terre, prince d'une communauté appelée Tolinou du Bénin et du Nigeria. Je travaille pour la conservation des forêts et sites sacrés. Je m'appelle Philippe Bobola, donc j'ai différentes casquettes. Je suis physicien, anthropologue, biologiste et psychanalyste, mais ce qui m'intéresse, c'est faire le pont entre les sociétés traditionnelles et la modernité, en particulier la science. Il me semble qu'il y a des voies convergentes. Ben oui, c'est pas un jeu de hasard où l'univers a déjà planifié. J'ai déjà suivi un peu Philippe dans ses raisonnements liés à ce que nous allons appeler la société moderne, ou bien les scientifiques modernes et les scientifiques qui ont existé. Ça veut dire que la société traditionnelle, je pense qu'aujourd'hui c'est mieux de faire ce pont et on parlera plus de ce pont à travers les forêts et sites sacrés et le lien avec la communauté. Exactement. Alors effectivement, en tant que biologiste, je me suis intéressé à l'arbre. L'arbre profane, on va dire. Donc un arbre, c'est nécessaire à la pluie, puisque les arbres, on le sait maintenant, libèrent des substances qu'on appelle des composants organiques volatiles qui facilitent la formation de la couverture nuageuse et la pluie. Évidemment, un arbre est le garant d'une biodiversité, mais au-delà de ça, ce qui m'a toujours interpellé, et c'est là qu'il y a une frontière qui s'établit entre la vision moderne de l'arbre et la vision traditionnelle, c'est la notion de forêt sacrée. Ah oui, quand on parle de forêt sacrée dans la culture africaine spécialement, dans la culture de Dahomey d'alors, le Bénin d'aujourd'hui, la forêt sacrée, ce qu'on appelle forêt sacrée, c'est une forêt qui héberge des divinités que vénère une population. Et les forêts sacrées ont plusieurs fonctions. D'abord, comme tu l'as dit, hein, c'est pour la conservation de la biodiversité, mais en même temps pour réguler tout ce qui est cycle de l'eau, parce que ces forêts, entre parenthèses, ce qui est plus conservé de façon durable aujourd'hui, ce sont ces forêts sacrées qui sont malheureusement menacées. On va revenir là-dessus. Donc, la fonction des forêts sacrées, c'est d'abord, ça peut être des forêts cimetières. Ça veut dire que les premiers ancêtres qui sont venus dans un milieu en contact avec la forêt au commencement, ce n'était pas les bétons qu'on a aujourd'hui, c'est des huttes, c'est des gens qui ont une bonne relation avec la nature, ils vivent dans la nature, ils sont en bonne relation avec la nature. Donc, ils décident de faire d'une forêt cimetière. Donc, c'est une forêt sacralisée. Ça peut être des forêts dans lesquelles on a rencontré des esprits bienveillants, ce qu'on appelle les génies ou bien des dieux. Ça peut être aussi simplement des couvents, des lieux de recherche, parce que les laboratoires, nous, on ne l'avait pas dans les 4 murs. C'était pas dans les comme tu le dis, des matières mortes qu'on décidait du vivant. On décidait du vivant dans le milieu vivant. Ça veut dire que dans les forêts sacrées. Et mieux, les forêts sacrées peut être aussi des lieux de connexion avec les ancêtres. Avec les ancêtres, et c'est des lieux où on apprend à travailler sur la médecine traditionnelle, à écouter les arbres, à écouter les plantes, à connaître leurs vertus. Ça veut dire que c'est dans le temps qu'on a diabolisé ces forêts pour les raser, et la pression continue aujourd'hui. Et c'est ça, là, nous, notre combat, pour restaurer ces forêts, planter les arbres autour. Parce que les forêts sacrées, je pense que si nous devons nous sauver des effets pervers du changement climatique, il faut d'arbres. Et Philippe l'a bien dit, il faut d'arbres aujourd'hui pour que nous puissions aussi atténuer un peu ces effets du changement climatique. L'enfer, personne ne créera l'enfer, c'est les humains qui vont créer. Il suffit de raser. Quand les derniers pieds d'arbres vont partir de cette terre, je pense que nous, on ne va plus durer. On est prêt à partir avec. Parce que l'arbre peut vivre sans les humains. D'ailleurs, c'est des espèces qui nous donnent de belles leçons, et les humains ont été toujours bêtes à ne pas apprendre de la nature. L'arbre produit ses fruits, donne aux animaux et aux humains, et reste sur place, génère de l'oxygène pour nous. Mais en retour, qu'est-ce qu'on fait quand on décide? Et tout à l'heure, j'ai eu une belle pensée de Dalai Lama qui dit l'arbre est tellement gentil qu'il produit de l'ombre à celui qui veut l'abattre. Quelle leçon de vie! Alors là, c'est plutôt la casquette du physicien.
En Afrique, tout est double. Donc, un être humain, une pierre, un arbre, une plante existent simultanément ici-bas, on va dire le monde de la réalité ordinaire, mais simultanément dans un monde invisible, la réalité non ordinaire. Alors, ce dédoublement, on le retrouve dans des pointes de la physique, la recherche de pointes, où effectivement certains sont en train de déconstruire le temps. Alors deux choses, la forêt elle a une existence dans le monde profane et dans le monde invisible, d'où le terme de forêt sacrée. Donc ce monde invisible auquel notre monde est couplé, c'est l'invariant de toutes les sociétés traditionnelles, que ce soit en Afrique, chez les aborigènes australiens, chez les Unikwin, les Yawanawa, et Dieu sait, on pourrait multiplier le nombre d'exemples. Il y aura toujours un monde invisible qui est couplé à notre monde. Et ce monde invisible est la vraie cause de ce que nous vivons ici. Donc quand on s'adresse à la forêt invisible, on s'adresse à la cause qui maintient ici l'effet de tout ce qu'on peut faire comme rituel, à savoir la forêt profane, qui en apparent profane. Donc il n'y a pas de profane, il n'y a pas de sacré, tout est profano-sacré ou sacro-profane. Ça, c'est la première chose. La deuxième, effectivement, on peut étendre ça avec de l'eau qui doit obéir à des rituels. Il y a de l'eau profane et de l'eau sacrée. Et on retrouve ça même dans l'Égypte antique avec la notion de double du Ka, où dans le livre des morts égyptiens, il est dit « Le début de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés et équilibrés l'un par rapport à l'autre. » Alors, la forêt, elle a plusieurs dimensions. C'est déjà une université en soi. En échangeant avec Apollinaire, je disais que nous, on enseigne dans des universités où tout est mort. Et le tradit praticien, qui est docteur de la loi, qui est le seul doctorat qu'on devrait délivrer d'ailleurs, il faudrait relancer un doctorat des gens qui vivent dans la forêt, lui, il vit dans un monde vivant. Donc, une université vivante, un temple vivant. Donc, tout le monde dans les pays où il existe encore une culture traditionnelle sait très bien que la forêt est un connecteur avec le monde invisible et que chaque arbre est un livre et qu'on habite dans une forêt, dans une immense encyclopédie où chaque sage est capable d'en lire les signes. Absolument, parce que là, Philippe a exactement raison, parce que c'est l'invisible qui guide le visible en fait. Et nous, on reconnaît la place de l'invisible et l'aspect double de l'humain. Et parce que nous savons, tous ceux qui nous ont quittés, nos morts ne sont pas morts. Et l'autre dirait, ils sont dans les airs qui circulent, l'eau que nous buvons, etc., etc. Ça veut dire que parfois, nous nous attaquons à ce qui est matériel, à ce qui est visible. Alors que la cause, parce que ça, c'est les symptômes que nous voyons, la cause se retrouve dans l'invisible. Et l'invisible, vu par certaines personnes dans leur représentation mentale, parce que quand on parle de l'invisible, c'est là où il y a diable, c'est là où il y a... Alors que dans chaque individu se trouve le diable que nous chassons, et dans chaque individu se trouve le Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait pour les Africains? C'est qu'on puisse leur montrer que tout ce qui est forêt sacrée, c'est diabolique. Et là, on a commencé par déjà porter atteinte à la croyance liée à l'invisible, qui guidait aussi, parce qu'à un niveau, des gens vont se concentrer pour savoir au-delà de nous, ce que nous voyons, il y a quelque chose de primordial qui se gère au-delà de notre compréhension, et c'est dans le monde invisible. Et quand on combine les deux, on a la peur pour la nature, pas la peur, on a le respect pour la nature, on a le respect pour l'espèce végétale, on a le respect pour le règne animal. D'où la naissance de totems et des interdits dans certaines familles. Moi, par exemple, je viens d'une famille où je ne peux pas couper le Cola gigantea, parce que cet arbre a servi dans la vie de mes ancêtres. Il y a un type de chèvre que je ne peux jamais égorger, je ne peux jamais manger. Même si je mange cette chèvre par ignorance, je vais avoir des signes sur mon corps pour dire j'ai mangé des interdits alimentaires. Et c'est les staphylocoques souvent. Donc, ces connaissances sont restées parce que je me dis, le premier docteur qui lui a donné son diplôme. Et ces chercheurs endogènes aujourd'hui, on est en train de les laisser mourir. Comme dirait Amadou Hampâté Bâ, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Combien de bibliothèques ne brûlent pas chaque fois? Alors que ces connaissances sont inouïes. Venant à l'eau,
je viens d'écrire un livre sur la mare sacrée Zepon, et tous ceux qui sont au Bénin savent quel est le rôle que joue Zepon dans la vie des femmes, des enfants, des communautés. Mais aujourd'hui, des gens peuvent, dans une représentation mentale erronée, dire « Ah non, aller à Zepon, c'est diabolique, il ne faut pas aller chercher de l'eau. » Une représentation naturelle, mais qui a une certaine force, parce que l'invisible qui est derrière, qui régule la fonction de l'utilisation de cette eau, pour eux, s'ils ne croient pas à ça, s'ils ne pensent pas à ça, et ils diabolisent, et c'est quand en diabolisant que ça commence par se détruire. Le cas brûlant aujourd'hui, c'est la source d'Oba. Depuis des millénaires, la communauté va juste pour prélever l'eau pour boire. Mais en même temps, quand un enfant naît, pour permettre à l'enfant de ne pas avoir les problèmes d'yeux, c'est 2 gouttes. Au lieu d'aller payer les colis à la pharmacie, c'est 2 gouttes de cette eau qu'on met sur les yeux. Moi, mon papa a eu les mêmes gouttes d'eau, mes tantes ont eu, mes oncles ont eu. Mais aujourd'hui, c'est juste pour un peu de portion d'argent qu'on va pour faire l'extraction de sable dans l'environnement pour pouvoir détruire cet écosystème. C'est là aussi ça l'humain. L'humain ne pense pas à demain, il veut tout faire et tout utiliser aujourd'hui. Et tant qu'on ne va pas voir le sacré et respecter le sacré qui est en l'autre et qui se trouve aussi dans les écosystèmes, on aurait créé des dommages, pas seulement à nous, mais pour nous et pour la génération à venir. Et c'est à ça que quand nous désacralisons tout, le problème, le monde invisible restera toujours invisible. Et ça existera. Ça peut faire un mouvement ailleurs pour des gens qui ont encore du respect à ça. Mais ceux qui ont désacralisé, ceux qui ont détruit, finiront par revenir à la charge parce qu'ils vont voir les conséquences après. D'autant plus que c'est un truc qui se passe dans le temps. Nous, on prend notre temps à voir comment circulent les choses. Et le temps, c'est le seul maître qui pourra mieux nous éduquer parce que aujourd'hui, il y a beaucoup qui luttent pour modifier génétiquement ce que nous avons gratuitement dans la nature. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ben, les forêts, parce qu'on a dit l'homme est supérieur à tout ce qui est là, il faut les raser. Ben, les premiers à goûter aux effets pervers du changement climatique, c'est encore nous. C'est un fou qui a uriné sur une divinité. Et il dit, ben, si c'est bon, tu resteras dedans. Si c'est encore mauvais, tu resteras dedans. Parce que moi, je viens d'uriner. Nous allons recevoir ça parce que tu ne peux pas envoyer au marché quelqu'un chercher d'oignon, il va te ramener des tomates. Et c'est ce qu'on fait à la vie que la vie redonne. Et c'est pareil. La nature est juste. Le bien qu'on fait vers la nature, ça revient. Et tout ce qui est sacré, la vie est sacrée, l'arbre est sacré. Et même en utilisation, et pour laisser Philippe aussi parler, en utilisation même chez les praticiens, on ne cherche pas l'arbre à n'importe quel moment. On a de respect pour l'arbre. J'ai parlé tout à l'heure de la source d'Oba, de la source Zepon. Il y a une heure qu'on laisse l'eau même se reposer parce que l'eau même a des droits. Nous avons des devoirs, mais nous avons aussi à concevoir des droits pour les non-humains que nous utilisons. Et entre 11h et 17h, il ne faut pas aller à Zepon. Et c'est une règle. Et nous, on avait notre dimanche. On travaille la terre pendant 6 jours. Le 7e jour, personne ne va au champ. On s'assoit à l'arbre à palabre, et voilà encore des notions, à l'arbre à palabre, pour discuter, échanger avec comme témoin l'arbre, qui nous donne à la fois de l'oxygène et des conseils qui nous permettent quand même de réfléchir mieux. Oui. Alors, là, ça a été un travail d'anthropologie. J'ai essayé de comprendre le lien qu'il y avait entre la culture dite traditionnelle, on parle de rituels, de sacré, et puis ce que la science moderne peut nous dire. Alors, si on prend une discipline qui est devenue très populaire, la physique quantique, elle nous dit une chose, c'est que le passé, le présent et le futur ne sont pas séparés. En travaillant au présent, ce qu'on peut faire dans un rituel, on peut changer le passé et agir sur le futur. Ensuite, il y a des travaux modernes qui montrent qu'il n'y a pas un temps, mais des temps. Donc le temps, on pourrait le définir comme quelque chose qui s'écoule à vitesse régulière, mais on peut très bien envisager des temps qui s'écouleraient plus lentement que le présent. On va les appeler des passés potentiels parce qu'ils n'ont pas encore une incidence dans notre présent.
Et à l'opposé, on peut très bien envisager, au moins par l'esprit, des temps qui s'écoulent plus rapidement que notre présent. On va les appeler des futurs potentiels. Et ce qu'on appelle le présent, c'est l'actualisation d'une potentialité passée au futur. Donc, dans les sociétés traditionnelles, la référence est le passé. Donc, on honore les ancêtres, et dans le monde invisible, on n'est jamais au présent. C'est un champ immense de passé potentiel et de futur potentiel. Donc, quand on va chercher dans le monde invisible un passé, on s'assure que le futur soit en harmonie avec le passé. Exactement. Exactement, parce que on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Voilà. Donc on commence un petit peu à comprendre les bien-fondés de la culture traditionnelle, et c'est bien parce que ça permet de redonner confiance au fondement, là on est en Afrique, au fondement de la culture africaine, mais on pourrait multiplier les exemples en Amazonie, ou dans d'autres endroits où il existe encore une culture traditionnelle. Ensuite, j'ai toujours pensé qu'il y a une écologie extérieure, mais il y a aussi une écologie intérieure, qui est une écologie spirituelle, qui doit intégrer le monde invisible. Donc, il ne faut pas uniquement s'intéresser à l'écologie visible, il faut s'intéresser également à l'écologie invisible, puisque cette écologie invisible est la vraie cause de ce que nous vivons ici dans l'écologie visible. Donc, il faut reprendre les rituels, les traditions, qui sont la vraie richesse des sociétés traditionnelles, parce qu'ils sont dans un monde double. Ensuite, je pense que l'animisme est la meilleure façon de respecter la nature. Quand on a investi dans un brin d'herbe, un arbre, une plante, un caillou, un esprit, une âme, on le respecte. Quand on a enlevé cette âme, on l'a déspiritualisé, cette nature, eh bien, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Alors, il ne faut pas confondre l'écologie intérieure, l'écologie extérieure et l'environnement. En Occident, on fait plus de l'environnement que de l'écologie, et encore moins une écologie profonde. Donc, je pense que le capital de l'Afrique, c'est son capital naturel. L'africanité, c'est considérer le monde dans sa double existence, le monde invisible et le monde visible. Et donc, il faut maintenir les forêts sacrées. Je dirais des cultures traditionnelles, ce que disait Ian McMillan des condors. Ian McMillan, c'était un écologiste qui disait qu'il faut protéger les condors et leurs congénères, non pas que les condors et leurs congénères soient nécessaires à notre économie, mais en préservant les condors et leurs congénères, on préserve les qualités morales, celles-là même qui nous permettront de survivre. Donc en maintenant les cultures traditionnelles, on maintient les qualités humaines qui vont peut-être, nous, en Occident, nous permettre de survivre. Donc, protéger les forêts sacrées, c'est en quelque sorte agir sur notre monde. C'est à la fois ce qu'on appellerait un égoïsme altruiste. C'est altruiste parce qu'on aide une forêt sacrée à se maintenir dans son écosystème naturel, en l'occurrence ici le Bénin. Mais également, c'est égoïste parce qu'en maintenant les forêts sacrées, on maintient nos propres forêts. Parce que toute forêt est liée avec ce monde invisible. Qu'on soit en Europe, en Allemagne, en Italie, au Bénin ou dans la forêt amazonienne, tous les arbres sont liés à ce monde invisible. Alors, la différence, c'est qu'un arbre, un cristal, une plante, elle n'a pas le choix, elle est connectée avec le monde invisible. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les sociétés traditionnelles, on a ce culte de la nature qui est lié avec le monde invisible. Et si jamais on oublie cette rectitude avec le monde invisible, on oublie nos origines. Et on dit que la haine des origines, c'est l'origine de la haine. Donc, et une dernière chose, c'est-à-dire qu'en maintenant cette connexion avec le monde invisible, ça nous permet à nous de comprendre que l'humain, il a le choix. Contrairement à la nature qui n'a pas le choix. On peut aller du bon côté ou du mauvais côté, le bien et le mal, évidemment, c'est des notions relatives. Moi, je dirais, on peut aller dans le sens de Gaïa, de la Terre, et de continuer à l'accompagner, parce que le rôle de l'homme, c'est d'accompagner la nature, c'est pas de se substituer à elle, c'est encore moins de la transformer, voire de l'annuler. C'est vraiment d'être l'accompagnateur de cette nature. Et donc, il y a deux types de savoir. Il y a le savoir traditionnel qui tutoie la nature et il y a le savoir occidental qui vous voit. Et donc, on devrait réintroduire un doctorat en nature où des gens qui ont passé leur vie
à étudier les signes dans la nature devraient être récompensés parce que c'est ceux-là même qui vont nous permettre de préserver les qualités morales que nous, on a malheureusement perdues en Occident. C'est absolument vrai parce que le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons très tôt oublié que nous faisons partie de la Terre. Et on pense que non, on est venu sur la Terre. Mais le problème, c'est de réfléchir un peu pour voir, quel qu'en soit notre cycle de vie, on finit par finir sur la Terre. Et quand on prend même le corps humain est continué d'eau et le reste, du corps, tout ça là, quand l'eau va partir, le reste va à terre. Donc c'est aujourd'hui protéger les forêts sacrées pour nous, ça a double avantage. Hein? Nous avons la conservation de la biodiversité, mais en plus de ça, nous gardons le lien avec l'invisible. Et il n'est pas rare de voir que les gens, on pense plus à des saints qu'on ne connaît pas et on oublie même des saints qui ont travaillé pour notre territoire. Et c'est un problème parce que quand vous êtes déconnecté de votre souche, quand vous êtes déconnecté de d'où vous venez, on a oublié, pratiquement on est en train d'oublier ce qui est notre origine, ce qui est le début de tout homme, parce que la vie a pris naissance à partir de l'eau et de la nature, et n'importe comment nous faisons, on retourne à cette nature. Et si nous brisons la barrière entre nous et la nature, la seule personne perdante dans tout ça là, c'est l'humain. Parce que le lien homme-nature devait être préservé. Et au-delà de ça, comme tu l'as dit, l'écologie, il y a l'écologie spirituelle au fait. Parce que il n'y a pas encore eu cette religion ou cette pratique religieuse, cette connaissance, philosophie religieuse qui n'utilise pas un élément de la nature. Soit c'est le feu, et d'abord la parole qu'ils utilisent c'est de l'air. Ça c'est l'eau et la terre. Et si on utilise ces 4 éléments, nous devons nous dire, on a quand même un point commun, quelles qu'en soient les sociétés. Et aucune croyance, bienveillance ne peut être supérieure à autre croyance, d'autant plus que si la croyance peut permettre à conserver la vie maintenant et la vie après, si ça permet de se connecter au temps présent et voir déjà les futurs, et je suis d'accord avec toi, les anciens au niveau de l'Afrique, en questionnant le passé, prévoient en même temps le futur. Et en harmonie avec le passé. Parce qu'on dit, c'est ça aussi, la continuité des faits dans la réalité socio-culturelle et culturelle des Africains et le monde traditionnaliste béninois. Ça veut dire qu'il y a une logique. On dit, tu n'es pas arrivé, tu n'es pas sorti de l'arbre. Tu es sorti d'un ancien qui est parti quelque part et tu portes les noms d'un parent, de grands-parents qui ont existé, qui continuent d'exister, peut-être dans un autre monde invisible. De telle façon que toute la journée, le nom qu'on t'appelle, si on m'appelle Ousoulio Apollinaire, Apollinaire est venu après, mais Ousoulio, quand on l'invoque dans l'invisible, lui il est présent avec moi. Ça veut dire que s'il devait avoir une force de mal et autres, lui doit être garant comme les anges gardiens pour nous. Par conséquent, briser ses connaissances, briser ses savoirs, parce qu'une forêt de rasé, au-delà de la forêt de l'arbre que nous voyons, c'est plusieurs connaissances liées au rituel. Et entre parenthèses, la plupart des mets que nous avons aujourd'hui, les mets traditionnels, sont partis de ces couvents, de ces forêts. La plupart des plantes médicinales que nous avons aujourd'hui, ce que nous utilisons pour nous soigner, viennent de ces forêts. Mais si aujourd'hui, avec la pression anthropique, où les gens, même pour des fausses croyances, on rase ces forêts, c'est pour cela que nous, on se met aujourd'hui à replanter ces forêts avec des arbres autochtones pour permettre à ce que deux choses puissent continuer. La connexion avec nos ancêtres, mais la connexion avec les savoir-faire et les connaissances endogènes liées aux forêts. C'est lié d'abord à la médecine, c'est lié au comportement social, parce qu'il y a des gens, quand ils passent par des initiations, quand ils passent par des langages de forêt, commencent par mieux respecter la nature et respecter les humains. Parce que c'est de ça il s'agit. Quand nous sommes déconnectés totalement du sacré qui est en nous et sacré qui est dans la nature, nous sommes non seulement déconnectés de nous-mêmes, mais déconnectés des autres. Et c'est ça que des gens qui se voient et boivent ensemble,
vont manipuler des innocents qui ne se connaissent pas pour aller faire la guerre, se tuer. C'est aberrant et puis nous sommes dans un monde d'idiots finalement. Alors, il y a un proverbe qui dit si on ne sait pas où on va, faut qu'on sache d'où on vient. Voilà, donc l'Afrique vient d'un respect de la nature et c'est ça qu'il faut qu'elle maintienne. Ensuite, effectivement, en l'état actuel de nos connaissances, il y a une propriété quantique qu'on appelle l'intrication. C'est-à-dire que le présent est toujours lié avec le passé. Et le futur précède le présent. Et donc si on arrive à avoir un travail au présent qui s'assure qu'on est bien lié au passé des ancêtres, on fait venir un futur harmonieux. Alors certains m'objecteront que j'ai changé de système, mais on verra certainement que dans les années à venir, les propriétés quantiques sont en train d'investir notre monde à nous. Donc si c'est plutôt un message que j'adresse aux anthropologues, il y a eu d'énormes études avec beaucoup de respect, mais l'Afrique c'est une autre conception du temps, de l'espace, de la matière, de l'énergie, du cosmos. Plutôt que d'essayer d'imposer notre vision, on devrait s'inspirer. Donc tous les gens qui font de la cosmologie devraient s'inspirer des cultures traditionnelles. Parce que le chercheur traditionnel qui tutoie la nature, lui, il a d'autres moyens de comprendre comment elle fonctionne. Ça s'appelle l'intuition, ça s'appelle les signes, ça s'appelle tout ça. Donc il y a un savoir énorme qui dure depuis des milliers et des milliers d'années et qui est en train de se rompre. Et donc s'il y a une césure entre le passé et le présent, il y aura un futur qui ne sera pas en harmonie avec le passé. Et c'est ça qu'il faut arriver. D'ailleurs, on voit bien le futur qu'on nous invite à vivre, c'est un futur où l'homme est dénaturé. Nous devenons des hommes et des femmes dénaturés, on rentre dans le transhumanisme. C'est le programme inverse que propose Apollinaire, c'est-à-dire de se reconnecter. Et c'est de maintenir ce lien avec la tradition qui a été la force de l'Afrique, qui fait sa spécificité, son identité. Je dirais que les forêts sacrées sont des connecteurs. Il faut introduire la notion de connecteur. Une forêt sacrée connecte une culture à sa tradition. Et c'est ça qui est important parce que ça donne un sens communautaire. On ne peut pas avoir un sens communautaire si on s'est coupé du passé. On voit bien le drame des sociétés qui se sont coupées du passé. Quand on voit le Japon qui a fini par oublier d'où il vient, il est en train de se reconnecter, mais à un moment donné, ça fait exactement ce que dit ce proverbe. Si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas avoir un avenir équilibré. Merci Philippe. Moi je pense qu'aujourd'hui nous devons aller au-delà de nos représentations mentales pour dire à chaque terre une certaine réalité socio-culturelle. Il faut conserver d'abord le sacré qui reste sur certaines terres. Et c'est là aussi notre combat aujourd'hui, de conserver ces forêts. Figurez-vous, les pollens n'ont pas besoin de passeport. Les oiseaux n'ont jamais demandé s'il a de visa. Ils n'ont pas de compte en banque non plus. Ils n'ont pas de compte en banque non plus. Et ces pollens peuvent quitter une région pour aller à une autre région. Il suffit que le climat soit favorable. C'est nos limites pour eux. Mais pourquoi en brisant, par exemple, une forêt qui se détruit en Afrique peut avoir d'impact sur le plan global? Une forêt qui se détruit en Amazonie peut avoir d'impact sur le plan global. Mais si nous agissons localement, nous pouvons avoir des résultats au niveau global. En quoi faisant? Voilà, dans les deux sens. En restaurant ces forêts. Et aujourd'hui, notre combat, c'est de délimiter ces forêts parce que d'abord, c'est vrai, les gens vont me dire, mais j'ai été enseignant d'SVT. On dit aujourd'hui, avec cette population, on n'est plus 2 millions il y a plusieurs années, on est des milliards aujourd'hui. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons. Parce que parfois, il y a de gaspillage à côté de ce que nous devons être la réalité. Parce que parfois, l'homme est dans la consommation anacéphalique. C'est qu'on dit, je peux faire aujourd'hui et je m'en fous du futur. C'est comme si nous ne nous préparons pas pour que nous puissions passer le témoin à cette génération peut-être qu'on n'aura pas la chance de voir. Du coup, on est dans une idée on va tout droit dans le chaos, mais en restaurant ces forêts sacrées, en restaurant ces rivières, parce que la rivière qui coule pour aller jusqu'au niveau de l'océan n'a jamais demandé où se trouvent mes limites. Ça continue et ça fait du bien aux humains et ça fait du bien aux non-humains. C'est pour cela qu'il faut replanter aujourd'hui, restaurer les écosystèmes. Ça avait une prescription, on peut même dire une prescription divine. Parce qu'à la fois... Une ordonnance divine. Une ordonnance du médecin divin. Du médecin divin, parfaitement. Non seulement on fait le retour à l'écologie physique que nous venons, mais à l'écologie spirituelle. Et c'est ça qui va faire la suite de notre vie. Que vous soyez noir, blanc, jaune, rouge, l'oxygène que nous avons, qui vient à nous, ça n'a pas de couleur.
On coupe le sang de n'importe quel humain, c'est du sang rouge. La terre qui m'accepte ici, je n'ai jamais amené ma terre du Bénin pour venir ici. Ça veut dire qu'on a 4 éléments au moins de commun. Et on doit travailler avec le 5e élément pour continuer notre vie. Premier élément, c'est ce soleil qui nous éclaire. Je n'ai pas payé l'électricité de ça. C'est vrai, il y a d'autres factures que toi tu vas payer à l'intérieur. Mais l'électricité là, qui me donne la facture de ça? Personne. Parce que je l'ai reçu gratuitement. Et je l'ai en partage avec les non-humains, les insectes, les papillons, les arbres, etc. Mais l'air qui circule, il y a quelqu'un qui fabrique, il y a quelque chose qui fabrique, il y a une entité qui fabrique. Et l'air est à la fois nourriture pour nous, mais a une valeur spirituelle. Même la parole que nous prêchons, tout ce que nous disons, c'est d'abord du vent qui sort. C'est ça qui permet de communiquer à l'autre. Donc ces arbres qui nous permettent d'avoir régulièrement ces oxygènes au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, planter un arbre, comme dirait l'autre, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Et nous volons tous, nous sommes des bandits de Dieu, des bandits divins, parce que nous arrachons tout de la nature et on n'a même pas le temps d'être reconnaissant pour dire, au moins pour l'oxygène dont je ne paye pas les bouteilles tous les jours, je renvoie quelque chose à la nature. Ces moments de reconnaissance sur les montagnes, être en contact avec la nature. Et ça n'a jamais raté. Quand la nature est contente de vous, vous allez avoir la pluie. Et ça n'a jamais raté depuis que moi j'ai commencé. Ce n'est pas un problème. On peut même dire, est-ce que ce n'est pas une autre forme de spiritualité qui se développe? Ce n'est pas une église qu'on est en train de créer. Parce que dans les mentales des gens, c'est devenu tellement économique quand deux êtres se retrouvent. On pense que est-ce que ce n'est pas la nature devient commerciale? Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la vie d'après. Et c'est ça que, en prenant l'exemple du passé et en voyant ce que vous avez dans le présent, il faut nécessairement voir qu'est-ce que le futur prévoit. Donc, dans cette continuité, nos parents savaient. Ils savaient. Et c'est pour cela qu'il dit, si tu ne sais pas là où tu vas, retourne vers toi. Il faut connaître au moins le chemin de la maison. C'est parce que nous, on doit rester. C'est bon, je ne suis pas dans la philosophie de décroissance, mais à un niveau, quand tu es allé, tu vois que devant est bloqué. Il ne faut pas continuer tout droit dans le chaos, à détruire les humains, les non-humains, à détruire les écosystèmes pour nos biens. Parfois, c'est des biens égoïstes, alors que nous partageons cette terre avec beaucoup d'autres personnes. Et j'ai dit, le jour où les arthropodes, les insectes, les mammifères vont connaître le feu que Promoteur nous a aidé à voler, le jour où ils vont connaître ce feu-là, c'est fini pour nous les humains. Je suppose que les mouches pouvaient prendre des étincelles de feu et venir nous toucher un peu. Je pense que vous et moi, on en est partis. C'est là où nous devons dire, le seul pouvoir que nous avons sur eux, c'est la manipulation du feu. Et on ne sait pas ce qui va changer si nous sommes en train de brimer et le monde invisible et le monde visible, la nature qu'on nous a donnée gratuitement. Et ce n'est pas à nous. Personne n'achète la terre, on loue la terre, on donne à la génération à venir. Alors, dans cette période où effectivement il y a des problèmes de réchauffement climatique, il ne faut pas oublier que la plante utilise l'eau du sol, elle capte par les feuilles la lumière du soleil grâce à une molécule qui s'appelle la chlorophylle, et grâce à l'énergie qui est captée, le gaz carbonique que les plantes captent aussi et l'eau puisée dans le sol, ça donne la photosynthèse et ça permet à la plante d'élaborer la matière organique qui est nécessaire à la constitution de la sève brute puis la sève élaborée. Il ne faut pas oublier aussi qu'un arbre, une plante, évapore 99% de l'eau qu'il a puisée. On appelle ça l'évapotranspiration. Et les arbres, comme on l'a dit, aident à la formation de la couverture nuageuse. Alors dans la hiérarchie des gaz à effet de serre, le gaz à effet de serre numéro 1, c'est la vapeur d'eau. À peu près, alors c'est une querelle d'experts, entre 60 et 65% de l'effet de serre serait dû à la vapeur d'eau, 25% au gaz carbonique, 8% on va dire à l'ozone et 6% au méthane. Donc préserver un arbre dans sa dimension profane, c'est préserver le cycle de l'eau d'une certaine façon. D'ailleurs, les anciens savaient que quand ils voyaient des nuages, il y avait une forêt à proximité parce que justement, grâce aux composés organiques volatiles, on aide à la formation de la couverture nuageuse. L'autre chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que comment on pourrait dire,
on va dans une direction où si l'Occident a donné la direction d'un futur, puisque la science est devenue la religion de la fin des temps, mais c'est une science qui s'est déspiritualisée. Elle est basée sur l'analyse et étymologiquement, ça vient d'un mot issu du grec ancien, ana, le très haut, le divin, lysos, qui a donné en français analyse, c'est se couper du haut. Le savant traditionnel, on va dire, le docteur de la vraie loi, lui, il est dans l'analogos, c'est-à-dire le lien avec l'analogie, le langage de l'analogie, c'est le langage des poètes ou de ceux qui savent lire les signes. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, Voltaire, le fameux écrivain, disait, quand il a fini ses jours à Ferney-Voltaire, « Je ne fais que planter des arbres, je ne vois pas de meilleur moyen de préserver l'avenir, même si je sais que je ne bénéficierai ni de leur ombre, ni de leurs fruits. » Moi, il va chercher à donner de l'oxygène à d'autres. Voilà. Et c'est complémentaire. Vous voyez, la plante a besoin de capter le gaz carbonique que les animaux produisent et elle produit de l'oxygène. Donc on est complémentaires. Là où le végétal libère capte du gaz carbonique qui libère de l'oxygène, nous on capte l'oxygène et on libère le gaz carbonique. Donc les deux règnes, le règne animal et le règne végétal, sont complémentaires. Ça fait partie aussi des lois du divin. Il a choisi d'avoir deux règnes complémentaires. Et donc, la différence, et alors c'est un exercice philosophique, la plante, elle est fixe, elle est sédentaire. L'homme et les animaux sont nomades. La plante, elle doit résoudre tous ses problèmes localement. Donc, voilà, elle a développé une philosophie de la communautaire, de l'associativité, de la communauté, la complémentarité avec les racines, les rhizomes, etc. C'est une nécessité pour la plante. Alors souvent, on se dit on est supérieur à la plante, mais essayez de vivre tout nu, les pieds dans l'eau, en ayant l'hiver que l'eau que vous puisez et le peu de soleil que vous avez, essayez de vivre, vous voyez bien qu'on n'est pas de taille. La plante, elle a développé une philosophie différente de nous. Comprendre la plante, c'est rentrer dans le monde du sédentaire, c'est comprendre la nécessité d'une associativité. On aurait beaucoup d'intérêt à comprendre comment le règne végétal a développé la vie avec cette contrainte, alors que nous, quand on a un problème, on va ailleurs. Ouais, couper un arbre, il c'est originaire, mais couper la tête d'un humain, il ne peut pas. peut pas. On peut enlever 95% d'une plante, les 5% lui permettent de se reconstituer. Voilà. Nous, on est incapable de faire ça. On est déshydraté, on est parti. Et aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est restaurer ces forêts, surtout ces forêts sacrées, parce que ce qui a été conservé de façon durable, c'est les forêts sacrées, parce qu'autour de ça se retrouvent encore des croyances, le respect pour le sacré, le respect pour l'invisible qui est là. Et moi, je pense aujourd'hui, au lieu d'encourager les jeunes à penser qu'il peut y avoir un développement copier-coller, parce que souvent, ce que les médias nous montrent, ce n'est pas souvent la réalité. On peut montrer aux jeunes Africains, aux jeunes Béninois, toute leur vie qu'il n'y a jamais eu de forêt ici en France ou en Suisse ou en Espagne. Moi, j'en ai vu de belles forêts, même s'il y a beaucoup plus de monoculture. Il y a encore des forêts qui existent. Maintenant, si déjà, parce que quand la maison du voisin est en feu et vous êtes peinard chez vous et vous ne cherchez pas à aider le voisin à éteindre son feu, l'étincelle du feu peut venir chez vous. C'est ça aussi, nous, ce que nous, on doit faire. S'il y a encore, il est en train d'avoir de grandes destructions ici, c'est que nous puissions travailler de l'autre côté pour conserver ce qui est. Mais ce qu'on voit, c'est des chimères, ce que montrent les télévisions, les films. On pense que nous-mêmes, tout droit dans le développement, c'est rien que les bétons. Et ça frise, comment dirais-je, de suivisme. Et on est en train d'aller vers une mort collective. Mais la prise de conscience de certaines personnes permettra à ce que nous puissions dire, planter un arbre quelque part, quel qu'en soit le milieu, et s'en occuper, ou bien conserver une forêt sacrée quelque part, et les intégrer dans les aires protégées, parce que c'est notre lutte aussi. S'investir pour l'avenir. S'investir pour l'avenir et pour la vie, et pour que la vie continue. Parce qu'après nous, on est de passage. Il faut 21 000. Les éphémères, je disais à un de mes collaborateurs, on a 21 900 jours pour avoir 60 ans. Et ça vient très vite. Après, on vous appelle douanier. Et puis là, tu commences par... C'est la décroissance. Après, tu partiras. Que ce soit maintenant, après, nous allons partir.
Mais quelle terre laisserons-nous à nos enfants? C'est là, plantons des arbres. Et nous, on est très disposés à restituer, à conserver ces forêts sacrées, à les intégrer dans les aires protégées, pas pour nous seuls, pour l'humanité et pour les générations à venir. Ce qui se passe, parce que Philippe a dit, les humains, les animaux ont la faculté de bouger. Mais s'il y a une terre d'enfer quelque part, vous bougez là-bas, vous serez dans l'enfer. Les plantes sont appelées à rester, régler leurs problèmes sur place. Aidons-les à régler leurs problèmes, mais en réglant leurs problèmes, ils règlent notre problème de vie. Sans oxygène, on n'a pas de vie. Je pense que c'est ça, ce qui est fondamental. C'est les deux, l'eau et l'oxygène, c'est les deux ingrédients nécessaires à la vie. Si pendant 3 minutes, votre cerveau n'est pas oxygéné, il y a des AVC. Et puis si vous n'avez pas d'eau, assez rapidement, maximum, un peu plus de 15 jours, vous mourrez. Et ça dépend. Alors, on a gâché les forêts primaires, puisqu'avant il y avait des forêts primaires, et puis il y a eu des forêts secondaires. Maintenant, ne gâchons pas les forêts sacrées. C'est une façon de... On ne va pas se substituer par une forêt secondaire à une forêt primaire, mais on a une valeur ajoutée quand on considère la forêt sacrée. Et donc c'est ça qu'on voulait vous donner comme message. Voilà. Je pense que la culture traditionnelle africaine doit avoir confiance en ses racines. Elles sont solides. Je dirais même qu'elle a été trop en avance par rapport à la science occidentale. La science occidentale a fini par rattraper le savoir traditionnel, mais maintenant, si la religion de la fin des temps c'est la science, il faut que la science ajoute une conscience spirituelle. Et Jean Rostand, qui était biologiste, disait: la science a fait de nous des dieux avant que nous fussions devenus des dieux. Si on donne la puissance à quelqu'un qui n'a pas la conscience divine, il en fait des catastrophes. Et quant à Prévert, il disait: il ne faut pas donner des allumettes aux intellectuels, ils risquent de mettre le feu. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et nous ne devons pas ruiner notre âme, nous devons revenir. Puis moi, j'ai déjà un bon départ pour qu'on fasse ce débat. Philippe, on fera d'autres. Oui. Et aussi un bon départ pour qu'à travers Nice Future, les peuples autochtones, les gens qui ont encore cette foi à la nature, à conserver, qui parfois sont traités à tort dans certains systèmes diaboliques ou mécréants, etc. Nous, on s'en fout, parce que nous savons d'où nous venons et là où nous allons. À se retrouver chaque fois pour partager ces connaissances partagées permet à ce que nous puissions laisser ce témoin à la génération à venir, afin que nous puissions quand même ensemble dire: on a sauvé quelque chose en notre temps. Et c'est un chanteur de chez moi pour dire: si la mort était très méchante, ceux qui sont partis vont revenir. Même si on passait de l'autre côté, on verra qu'on a amené comme colibri notre part à l'édifice. On va finir par un poète noveliste qui disait que l'arbre ne peut être qu'une flamme grimpante, l'animal une flamme errante, et l'homme malheureusement une flamme parlante. Donc l'homme parle beaucoup, mais il agit peu. Voilà. Le bien que nous faisons nous fait, le mal que nous faisons, ça nous fait. La nature ne pardonne pas, il faut qu'on agisse favorablement en direction de la nature. Plantons des arbres, accompagnons ceux qui peuvent aussi faire cette activité, même si on n'a pas le temps. N'oubliez jamais qu'un arbre, c'est un temps qui se montre. Absolument. Voilà. Merci. Merci, c'est bon. Merci.